Europe 1, 2022. Dimitri Pavlenko. 8h42, je vous propose ce matin de prendre un peu de hauteur, réflexion dans cet entre-deux électoral, un post-présidentiel, pré-législative, réflexion sur l'état de la France. Alors, question toute simple, est-ce que vous êtes satisfait? Avez-vous l'impression que la démocratie est passée, que les grands débats ont eu lieu et surtout qu'on y a trouvé des réponses? On en parle ce matin dans Europe 1 2022 avec Philippe Val qui est de retour avec nous. Rebonjour Philippe. Rebonjour Dimitri. Vous êtes fait un copain avec Alexis Corbière, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Si, j'ai vu. Et Pierre Vermeuren est également avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous depuis Bordeaux. Vous êtes historien, vous êtes auteur. Votre dernier livre, La France qui déclasse de la désindustrialisation à la crise sanitaire, c'est paru chez Talandier très récemment. Dans le Figaro, hier, Pierre Vermeuren, vous signez une longue tribune dans laquelle vous évoquez un malaise français qui culmine, selon vous, dans la manière dont s'est déroulée l'élection présidentielle. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que cette élection est le reflet du malaise français ? C'est vrai que les indices sont nombreux en réalité. Peut-être le plus spectaculaire, c'est justement la partition qu'on pourrait penser seulement territoriale, mais qui est sociale profondément du vote. C'est-à-dire que jamais dans une présidentielle, on a eu un vote de classe aussi caricatural. Quand vous avez dans le bassin lensois des votes pour Marine Le Pen à plus de 60 ou 70%, et que vous avez dans Paris intramuros un vote à 85% pour le président Macron, c'est pas seulement une question de géographie, c'est que ça reflète, si vous voulez, la recomposition de l'économie, du territoire et de la société française, qui sont devenus profondément clivés, profondément inégalitaires, et au lieu d'avoir un vote partisan avec des clivages assez subtils, des options, on a un vote brutal de classe qui s'illustre là, et dont on a toute une palette de représentations. Mais moi, c'est ça qui me frappe le plus, c'est qu'il dit que la société est profondément malade, puisqu'en gros les pauvres ne votent pas ou votent en faveur d'une candidate, et que les classes aisées, avec la boîte secrète des retraités, votent en faveur du président. Donc faire un projet présidentiel et construire un projet politique principalement pour les gens qui ne travaillent pas ou pour les privilégiés, c'est quand même un peu compliqué. Alors vous, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que vous dites que cette crise, elle date pas d'hier, elle vient de très loin. Et on va faire appel à l'historien que vous êtes dans un instant. Mais d'abord, Philippe Val, dans cette tribune, Pierre Vermeuren dit il y a 3 mots qui caractérisent cette élection présidentielle, et peut-être que ce seront eux aussi qui caractériseront les législatives: discrédit, extrémisation et renoncement. Et par renoncement, il évoque le fait que le vote se soit reporté sur tel ou tel candidat de second tour, parce qu'on voulait surtout tenter d'éliminer celui qui était en face. Vous partagez cette vision qui est quand même très noire quand même de l'élection qui vient de s'achever. Mais qui teinte un peu toutes les élections présidentielles, qui sont des moments passionnels dans la vie politique de la France, notamment étant donné la nature du régime. Mais ce qui est intéressant, et peut-être qu'on le souligne pas assez, c'est que quand on regarde la carte, effectivement, la carte électorale, les préfectures votent plutôt pour Macron, et plus on s'éloigne des préfectures, plus on a un vote protestataire, un vote contre. Et ça montre d'abord le résultat d'une politique ou d'une absence de politique d'aménagement du territoire, et ça montre aussi la désindustrialisation, ça montre que la culture ne va pas au-delà d'une certaine limite, la culture politique, la culture, l'information, et ça montre aussi que ça remet au goût du jour une très vieille histoire qui est la haine des campagnes contre la ville. C'est une vieille histoire qu'on voit après de façon extrême dans les guerres, à chaque fois qu'on a vu dans les guerres en Yougoslavie, qu'on voit en Russie actuellement avec l'Ukraine aussi, c'est la guerre des paysans, c'est pas du tout péjoratif, mais c'est une chose très ancienne, contre les gens des villes. Il y a quelque chose comme ça. La carte est incroyable là-dessus. Quand on regarde ça, c'est tout à fait étonnant. Mais c'est un échec démocratique. Parce que, évidemment, dans nos sociétés industrialisées, où l'école obligatoire, etc., doit quadriller le territoire, laïque et public, et la distribution de la culture doit être égale partout, évidemment, ça n'est pas le cas, et ça montre ça. Par ailleurs, quelque chose que souligne
Vermeuren, c'est la façon dont les gens s'informent et qui fait que les votes aussi sont extrêmement différents ici ou là. Mais les gens s'informent de moins en moins, ne lisent plus les journaux, s'informent sur les réseaux sociaux, qui charrient n'importe quoi, je le répète. Pierre Vermeuren, alors vous dites que ce malaise, ces fractures, ces France irréconciliables aussi peut-être, qui se font face à face et qui se détestent ou se méprisent, c'est le fruit d'une longue histoire qui commence dans l'après-Seconde Guerre mondiale, où quand même il se passe des choses étonnantes. Jusqu'au début des années 80, on voit une France qui se modernise, qui s'enrichit, on voit une puissante classe moyenne qui se constitue, et puis ça dérape à partir des années 80. C'est ce délitement de 4 décennies là qui se poursuit actuellement, selon vous, Pierre Vermeuren? Ah, ça c'est bien évident. Juste pour rebondir un mot sur ce qu'a dit Philippe Val, cette guerre sociale, vous savez, on l'a vu au moment des Gilets jaunes, je crois qu'elle est à double sens. Il y a certainement une énorme méfiance des populations de la France périphérique, parce qu'il s'agit plus d'une question de paysans de nos jours, bien sûr. Il y en a plus beaucoup, il y en a moins de 500 000. Il s'agit d'une révolte de la France et des classes populaires, et finalement c'est d'autant plus légitime, si je puis dire, que la guerre ou la haine sociale, elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que quand vous entendez les propos qui sont tenus par le président de la République parfois, par certains membres de l'élite intellectuelle et au moment des Gilets jaunes, donc on voit que cette violence sociale, elle est à double sens. Mais il n'y a qu'un pôle, si je puis dire, qui s'exprime. Alors pour revenir à un mot sur l'évolution, oui, c'est vrai que depuis 40 ans, on a eu un profond changement culturel au sein des élites, et finalement ces élites, elles étaient plus ou moins, bien sûr, ou même beaucoup responsables du fonctionnement de la société, notamment des classes populaires depuis le 19e siècle. C'était l'essence même d'ailleurs du régime républicain. Mais depuis que la sécurité sociale finalement et l'assistance publique ont pris en charge par des transferts financiers massifs, par la construction de l'hôpital, finalement la pauvreté, la misère, les classes sociales supérieures se disent bon ben maintenant nous payons des impôts et nous sommes déchargés de toute responsabilité. Et on a de ce point de vue-là un retour un peu à la France des notables et c'est pour ça qu'on évoque parfois le régime de Louis-Philippe, c'est-à-dire à la France des notables du début du 19e siècle, à un moment où on était dans une période de vote censitaire, donc il n'avait rien à voir, mais dans lequel, au fond, on avait un régime libéral totalement aux mains de la bourgeoisie, qui travaillait en fonction des intérêts de cette classe sociale et qui ne se préoccupait pas ou très peu du destin des classes populaires. Et on revient paradoxalement après 2 siècles pratiquement ou 150 ans tout au moins de fonctionnement républicain, on revient dans cette brutalité, dans cette mentalité et dans ce comportement finalement des élites qui ont la tête dans le monde, qui ont la tête dans les étoiles, qui ont leurs enfants dans les bonnes écoles, qui les envoient à l'étranger, qui ont des perspectives de voyages mondiaux. Alors évidemment, ça a été un peu amputé par le Covid et par la crise écologique, mais en réalité, les perspectives, les objectifs, les sentiments, vis-à-vis de la nation, vis-à-vis de l'État-nation, vis-à-vis de leur pays, ne sont plus du tout celles que partagent les classes populaires. Et ça se traduit par un désintérêt. Et on voit ainsi que depuis 40 ans, des mots contre lesquels on se plaignait dans les années 80, le chômage, la montée de la délinquance, et toute la dégradation de l'école, et tous ces mots, maintenant, au bout de 40 ans, rien n'a été résolu, tout s'est empiré, comme si finalement, aujourd'hui, la politique intérieure n'intéressait plus beaucoup nos dirigeants. Et c'est ça le choc que subissent les classes populaires françaises. Philippe Val. On ne peut pas dire que le président Macron n'ait pas été interpellé très brutalement dès son premier quinquennat sur ces sujets-là, et on doit aussi quand même, vous le dites vous-même, constater que ça fait 40 ans qu'il y a un délitement de l'aménagement du territoire, oui. Qu'il y a un vrai problème de partage de la prospérité française. Il y a un sentiment quand même, Philippe Val, aujourd'hui, d'impuissance publique. C'est-à-dire que tous les grands problèmes, que ce soit la sécurité, la montée du chômage, le simple fait que le politique puisse agir sur le cours des choses, ça crée une espèce un certain fatalisme français, à savoir que voilà, on subit un petit peu les événements. Ça aussi, c'est dans la psyché nationale aujourd'hui. On dit que les politiques ont de moins en moins de leviers.
et que... Et tout le procès qui est d'ailleurs intenté à l'Europe, qui déposséderait c'est pas vrai, la France de l'état de sa souveraineté, Moi, etc. je crois que c'est faux. Je pense que tous les leaders politiques européens sont allés à Bruxelles prendre des décisions impopulaires et sont revenus dans leur pays en disant c'est pas de notre faute, c'est la faute à Bruxelles. Donc il y a une déresponsabilisation. Bruxelles, c'est un alibi de l'impuissance. Et pour ne pas affronter l'opinion. Quand on regarde vraiment les textes et quand on regarde les marges de manœuvre, on voit que l'exécutif en France, en Allemagne, en Italie, a encore de larges terrains de manœuvre et peut prendre bien des décisions. Simplement, ce qui est difficile, c'est que les opinions aujourd'hui sont extrêmement fragiles et font peur aux gouvernants. Mais comment vous interprétez, vous, Pierre Vermeuren, cette impuissance? Parce que vous le racontez très bien, et on le voit pendant les 30 Glorieuses, la mutation française, c'est-à-dire une France paysanne qui devient une puissance industrielle. On passe de l'école à 14 ans aux études supérieures. Tout ça s'endette en plus. Enfin, je veux dire, la politique prouve ses capacités, ce qu'elle est aujourd'hui incapable de faire, et les Français nous le disent depuis maintenant 40 ans. Comment ça s'explique, ça ? Écoutez, moi je pense que ça s'explique beaucoup par la machine économique et par la structure du capitalisme que l'on a choisi. C'est-à-dire que nos élites ont choisi dans les années 80 et surtout 90. On a décidé, c'est là que Philippe Val a raison. C'est l'Europe n'y est pour rien là-dedans. On lui fait endosser, par exemple, si on peut lui faire endosser la désagrégation des services publics et leur libéralisation avec tous les inconvénients que tout un chacun mesure. Mais le cœur du problème pour moi est moins, c'est ça, mais c'est surtout la désindustrialisation et l'abandon de l'économie productive. Nos dirigeants se sont rendus compte que l'économie productive, qu'elle soit agricole ou industrielle, c'est assez pénible parce qu'il faut gérer les ouvriers, il faut gérer les usines, il faut gérer les tas de fumier devant les préfectures, il faut gérer tout un tas de problèmes sociaux. Or, aujourd'hui, on a une machine économique qui est concentrée dans les métropoles, qui fonctionne avec des cadres. Les cadres, ça fait rarement grève, et qui est beaucoup plus productive en termes financiers. C'est beaucoup moins d'ennuis sociaux. Finalement, on gère la population en lui donnant des allocations et on a une industrie résiduelle. Et quand on regarde l'Allemagne ou les Pays-Bas, on voit qu'il y a d'autres pays qui fonctionnent très différemment, qui ont l'Italie même a une industrie aujourd'hui supérieure à la nôtre. Alors l'Italie, elle n'est pas dans une situation très avantageuse, mais l'Allemagne l'est. Et donc, cette économie industrielle qui est répartie sur l'ensemble du territoire allemand, qui fait que le logement en Allemagne, il n'est pas comme en France complètement embouchonné avec des prix inabordables dans les métropoles et des prix qui ne valent rien dans la plupart du territoire. On a un équilibre sur le territoire allemand et nous, on a des déséquilibres qui sont principalement centrés pour moi autour de cette question industrielle parce que du coup, les cadres ont quitté les petites villes, ont quitté les campagnes, les enfants de paysans les plus brillants ou en tout cas ceux qui voulaient changer de vie sont partis, sont devenus des cadres à leur tour. Ils sont concentrés dans de véritables bastions sociaux qui sont dans les métropoles. C'est une économie très rentable qui fonctionne. Bon, la croissance n'est pas terrible, ça c'est certain, mais enfin comme on s'endette, on compense par là. On a une économie financière très bonne, même si elle est très endettée. Mais au fond, on ne s'occupe pas de ces millions de gens qui ne servent plus à rien puisque leurs emplois ont été supprimés. Et même, je dirais, il y a une forme d'acharnement. Vous voyez, actuellement, il y a un remplacement massif dans vous regardez les kiosques, vous regardez les supermarchés, vous regardez les magasins, partout on remplace l'humain par la machine. Alors c'est vrai que ça fait peut-être gagner un peu plus de rentabilité, mais c'est catastrophique parce que ça laisse des centaines de milliers de femmes, de jeunes au chômage, et ça ne rentre pas dans les préoccupations de nos dirigeants. C'est très étonnant parce que ça va finir par avoir des conséquences sociales ou électorales redoutables. On dirait qu'ils ne le voient pas. Je vais me faire le défenseur des distributeurs quand même qui retardent l'automatisation par sens des responsabilités aussi sociales, parce que ces métiers de caissière, on pourrait les supprimer depuis des années, on ne le fait pas justement parce que on sait que ça aurait un impact majeur. Mais ceci dit, il y a des trajectoires qui se dessinent qui sont pour le moins inquiétantes, mais j'insiste sur ce que dit Pierre Vermeuren, la responsabilité des élites. On en finira par là, Philippe Val. Oui, mais on a cru effectivement, mais je ne sais pas si c'est une volonté des élites. Moi, je pense que par exemple, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. L'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce a provoqué une aspiration des activités manufacturières vers la Chine, évidemment à des prix défiant toute concurrence, mais c'était pas un plan voulu. Ensuite, que la Chine n'ait pas respecté les règles qu'elle avait promis de respecter en rentrant à l'OMC et qui ont provoqué des déséquilibres économiques terribles pour les démocraties
démocratie occidentale et pour les États-Unis, ça n'était pas non plus un plan. Ce sont les aléas de l'histoire auxquels il faut bien sûr que les politiques tentent de remédier. Mais... Et les illusions aussi des politiques. Hein. Ouais. Pierre Vermeuren. Oui. Non, juste un mot pour dire, c'est peut-être pas un plan, bien sûr, mais faire confiance au capitalisme chinois et à la dictature chinoise, c'est évidemment très naïf. C'était une erreur. Et d'autre part, l'Allemagne, elle a choisi, elle a fait autrement, puisque dans son cas, ça marche. Donc c'est là qu'il y a quand même un petit problème. Merci à tous les deux, Philippe Val, Pierre Vermeuren. Je rappelle le titre de votre dernier livre dont je recommande vraiment la lecture. C'est passionnant, La France qui déclasse de la désindustrialisation à la crise sanitaire, paru chez Talandier. Merci d'être venu nous voir ce matin dans Europe 1 2022, 8h57.